Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille me laisserait tomber. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme qu'elle a épousé me dépouillerait de ma dignité dans mes moments les plus bas et qu'elle le laisserait faire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie avait une dernière carte à me jouer. Et quand j'y ai joué, tout a changé. Se préparer. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un règlement de compte. Commentez ci-dessous d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Margaret. J'ai 58 ans et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je croyais en quelque chose appelé l'amour inconditionnel, surtout en ce qui concerne la famille. J'ai construit ma vie autour de mon mari et de notre fille Amanda. Chaque repas que je préparais, chaque fête que je planifiais, chaque dollar que j'économisais, tout cela était pour eux. Lorsque mon mari est décédé d'un cancer l'année dernière, j'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Mais je me suis dit, j'ai toujours Amanda. J'ai toujours ma fille. J'ai vendu la maison que mon mari et moi avions construite de toutes pièces à Cedar Park, juste au nord d'Austin. Trop de souvenirs, trop de nuits à se réveiller en s'attendant à entendre sa voix l'appeler depuis la cuisine. Amanda et son mari Chad m'ont proposé un endroit où séjourner. Ou du moins, c'est ce qu'Amanda a fait. Chad a à peine levé les yeux de son téléphone quand j'ai emménagé. J'ai essayé de ne pas faire de vagues. Je suis resté dans ma petite chambre à l'arrière. J'ai cuisiné, nettoyé, proposé de faire des courses. J'essaie d'être utile, j'essaie de rester à l'écart. Mais Chad avait une façon de me faire sentir indésirable. Ses yeux portaient toujours cette irritation, comme si j'étais une écharpe sous sa peau. Tout a commencé avec les petites choses. Il levait les yeux au ciel si je posais une question. Il changeait la télévision pendant que j'étais en plein spectacle. Une fois, je l'ai entendu marmonner dans sa barbe, pique-assiette alors qu'il passait devant moi dans le couloir. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal entendu. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Amanda ? Elle n'a rien dit. Je me tournerai vers elle pour un soutien, pour un mot, pour n'importe quoi. Mais elle a toujours minimisé la situation. Il est stressé, disait-elle. Le travail est dur. J'ai ravalé ma honte et je suis resté silencieux. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Mais cette nuit-là m'a brisé. Nous étions à table. J'avais préparé une tourte au poulet, sa préférée. Amanda faisait défiler les pages de son téléphone. Chad, sirotant de la bière comme il le faisait toujours. Le silence était lourd. Puis, sorti de nulle part, Chad leva les yeux et dit. Tu sais, il est peut-être temps d'arrêter de prétendre que c'est temporaire. Nous ne sommes pas une association caritative. Amanda se figea. Je l'ai regardé fixement. Que veux-tu dire, demandai-je. Il sourit. Je veux dire, combien de temps est-ce que cela est censé durer? Vous ne travaillez pas. Vous ne contribuez pas. Nous avons des factures. Nous ne nous sommes pas engagés à nourrir des bouches supplémentaires. Mon souffle s'est arrêté. Mon cœur battait fort. Je me suis tourné vers Amanda, désespéré. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Peut-être serait-il préférable, marmonna-t-elle, que tu trouves quelque chose de plus stable, pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai emballé mes affaires. 2 valises, c'est tout ce qui me restait de ma vie. Je n'ai même pas pleuré pendant que je faisais mes bagages. Les larmes sont venues plus tard, quand je me suis retrouvé devant leur bâtiment. Le vent mord à travers mon manteau. Et j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Amanda ne m'a pas accompagné. Chad n'a même pas pris la peine de faire semblant. Je suis resté assis sur le trottoir pendant 1 heure. La batterie de mon téléphone était morte. Mon cœur l'était aussi. Je me souviens avoir pensé. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on est effacé. Cette nuit-là, je me suis enregistré dans un motel. Le genre où le papier peint se décolle et où le distributeur automatique mange votre monnaie. Je restais éveillé, les yeux fixés sur le plafond. Je me demande comment tout a pu devenir si froid. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter ce genre d'abandon. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Amanda. Je comprends. Je t'aimerai toujours. Pas de réponse. La semaine suivante, j'en ai envoyé un autre. Puis un autre. Anniversaire.
Petite mise à jour. Silence. 3 mois se sont écoulés. Chaque jour semblait plus long que le précédent. J'ai essayé de postuler à des emplois, à n'importe quel emploi. Mais personne ne voulait embaucher une veuve en deuil, âgée d'une 50aine d'années et sans expérience professionnelle récente. J'ai pensé faire du ménage, du babysitting. Mais mon corps ne bougeait plus comme avant. La solitude était étouffante. Et pire que ça, la honte. J'avais tout donné à cette fille. Comment a-t-elle pu tourner le dos si facilement? Un soir, alors que je fouillais dans une boîte de vieux souvenirs de famille. Essayer de se sentir proche de quelque chose, n'importe quoi. Je l'ai trouvé. Le vieux journal de ma mère. Je ne l'avais pas lu depuis des années, peut-être jamais. Mais quelque chose m'a attiré vers cela. Je me suis assis sur le bord du lit du motel, j'ai tourné les pages. Et c'est là que je l'ai trouvé. Un nom. Une vérité. Un secret qui a tout changé. Je me souviens clairement du moment. Mes mains tremblaient. Mon cœur s'est emballé. Parce que soudain, je n'étais plus seulement la mère qui se faisait mettre dehors. J'étais quelqu'un d'autre complètement. Et pour la première fois depuis des mois. J'ai souri. Ils m'ont tout pris. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Après cette nuit, les jours se sont confondus. Comme des aquarelles grises qui saignent sur une toile humide. La chambre du motel sentait l'air vicié et les cigarettes au loin. Le bourdonnement du distributeur automatique devant ma porte est devenu une berceuse de défaite. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas pleuré toutes les nuits. Mais quand je l'ai fait, c'était calme. Le genre de pleurs où tout ton corps tremble. Mais tu le gardes à l'intérieur. Parce que personne ne viendra te réconforter. J'ai envoyé un nouveau SMS à Amanda le 4e jour. Un message simple. Je vais bien. Je voulais juste savoir comment tu vas. Pas de réponse. J'ai réessayé 2 semaines plus tard, juste un emoji en forme de cœur. Rien. Je me suis dit qu'elle était occupée. Qu'elle changerait d'avis. Ce chat doit déformer les choses. Mais au fil des semaines, cet espoir a commencé à pourrir en moi. Mon argent commençait à s'épuiser. J'ai essayé de trouver un travail à temps partiel. Des épiceries, des réceptions, et même un restaurant près de l'autoroute. Mais j'étais soit surqualifié. Ou pas un bon choix. C'est juste un code de politesse pour dire trop vieux et trop fatigué. Une nuit, je me suis assis sur le sol de cette pièce. Je trie la seule boîte que j'avais apportée avec moi qui ne contenait pas de vêtements. C'était une boîte à souvenirs poussiéreuse de la maison. Quelques vieilles photos. Quelques lettres. Et caché tout en bas. Un petit livre relié en cuir. Le journal de ma mère. Cela m'a surpris. Je ne me souviens pas de l'avoir emballé. J'ai failli le remettre en place. Mais quelque chose dans la sensation du cuir dans mes mains m'a fait réfléchir. J'ai allumé la vieille lampe sur la table d'appoint et j'ai ouvert la première page. Son écriture n'avait pas changé depuis les notes qu'elle glissait dans ma boîte à lunch quand j'étais enfant. En boucle. Propre. Toujours à l'encre. Au début, c'était des choses ordinaires. Météo. Église. Plainte concernant les prix des produits d'épicerie. Mais ensuite je suis arrivé à l'entrée datée de juin. Il est revenu aujourd'hui. Il a dit qu'il aurait aimé que les choses soient différentes. Qu'il souhaitait que je sois sa femme. Mais il a une famille. Une entreprise. Un nom à protéger. Margaret ne le saura jamais. Elle ne doit jamais le savoir. Je prie juste pour qu'un jour elle comprenne à quel point je l'aimais. Même si elle est née d'une erreur et d'un désir. Je l'ai lu 2 fois. Et puis encore. Elle ne doit jamais le savoir. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai tourné encore plus loin. Entrée après entrée. Des indices, des souvenirs, des rencontres dans des hôtels, des petits paiements en espèces qu'elle essayait de refuser mais dont elle avait désespérément besoin. Elle ne l'a jamais nommé en entier. Initiale uniquement, HJS. Mais ensuite une autre entrée, février. Il a dit qu'il avait pris des dispositions. Que si jamais quelque chose lui arrivait, il veillerait à ce que Margaret ait quelque chose. Une partie de ce qu'il a construit. Ce ne sera pas officiel, bien sûr, c'est trop dangereux. Mais il m'a promis une confiance. Une lettre.
Il a dit que son avocat, Monsieur Goldstein, le saurait. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Goldstein. Je l'avais déjà vu. Il m'a fallu 2 jours et plusieurs recherches en ligne à partir de l'ordinateur partagé du motel. Mais je l'ai trouvé. Leonard Goldstein. Avocat spécialisé en droit successoral à la retraite. Toujours coté auprès d'une société privée à Dallas. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas pu. Mes mains tremblaient trop. Au lieu de cela, j'ai envoyé une lettre. Une vraie lettre manuscrite. Expliquer qui j'étais. Qui était ma mère. Et demander au supplié une conversation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Je me souviens de la façon dont sa voix s'est brisée lorsque j'ai mentionné le nom de ma mère. Il la connaissait. Pas seulement professionnellement. Personnellement. Je me suis toujours demandé si tu me contacterais un jour, a-t-il dit. Il y a quelque chose que tu dois voir. Le lendemain matin, j'ai pris un Greyhound pour Dallas. Ma valise était à moitié pleine, juste au cas où il s'avérerait être un escroc. Mais quand je suis entré dans ce bureau silencieux, rempli de vieux livres et d'un silence encore plus ancien, je savais que c'était réel. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Jaunie. Fragile. C'était de Harold James Sterling. Le fondateur de Sterling Energy. L'une des plus grandes sociétés pétrolières du centre du Texas. Un homme que j'avais vu dans les coupures de journaux toute ma vie. Un homme avec une famille. Une réputation. Un héritage. La lettre était adressée à ma fille, Margaret Louise. Je n'ai pas pu tout lire d'un coup. J'ai pleuré avant le 2e paragraphe. Il a tout admis. L'affaire. Le regret. L'amour silencieux. Et puis, la promesse. En cas de décès, j'ai assuré une partie de mes biens personnels. Introuvables dans mon patrimoine. Doivent vous être livrés par Monsieur Goldstein. Tu es mon sang. Et même si j'étais trop lâche pour te réclamer dans la vie, je te réclame maintenant dans la mort. Monsieur Goldstein a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des comptes bancaires, un modeste portefeuille d'investissement, des documents de propriété, des titres. La valeur totale, un peu plus d'1 million de dollars. J'ai regardé les papiers. Puis vers lui. C'est réel? Il hocha lentement la tête. C'est tout à toi. Il l'a organisé il y a des décennies. Discrètement. Au cas où. Je ne savais pas quoi dire. Ma gorge se serrait. On m'avait enlevé tant de choses, mon mari, ma fille, ma maison, mon estime de moi. Et maintenant, d'un endroit auquel je m'attendais le moins, quelque chose m'était revenu. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une preuve. La preuve que je n'étais pas rien. Que je n'étais pas jetable. Que quelqu'un, un jour, avait vu de la valeur en moi, avait essayé de me protéger même si c'était dans l'ombre. J'ai quitté le bureau ce jour-là avec le dossier serré contre ma poitrine. Pas par cupidité. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir à nouveau quelque chose. Un nouveau départ. Une vérité sur laquelle s'appuyer. Un avenir que je pourrais choisir pour moi-même. Je ne suis pas retourné au motel. J'ai réservé une chambre dans une petite auberge tranquille avec des draps propres et des fleurs fraîches dans le hall. Je me suis laissé dormir pendant 10 heures d'affilée, recroquevillé dans la chaleur et le silence. Le lendemain matin, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Crêpes et café avec de la vraie crème. J'ai regardé par la fenêtre la ville bouger autour de moi. Et j'ai pensé, je suis toujours là. J'ai survécu. Amanda n'a pas appelé. Elle ne le fera peut-être jamais. Et même si cette douleur persiste encore, cela ne me définit plus. Parce que parfois, la famille vous laisse tomber. Mais la vérité ne le sera jamais. Et si vous entendez cela, si vous êtes quelqu'un qui a été laissé pour compte, rejeté, oublié, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas sans valeur. Et parfois, la vie garde le meilleur chapitre pour la fin. Ceci est à moi. J'ai murmuré. Il a hoché la tête. C'est à toi. Ça l'a toujours été. Mon cœur battait fort, non pas à cause de l'argent, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je me sentais choisi. Reconnu. Je n'ai pas crié,
ni ri, ni craqué. Je suis restée assise là, silencieuse comme un murmure, laissant la vérité m'envahir comme une pluie tant attendue. Cette nuit-là, dans ma chambre de motel, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais le plafond comme je le faisais depuis des mois, mais cette fois, un sourire naissant sur mon visage. Il pensait qu'il m'avait abandonné. Il pensait que j'en avais fini. Mais il n'en avait aucune idée. Je n'étais pas brisé. Je commençais tout juste. Je ne suis pas retourné à Austin tout de suite. Quelque chose en moi avait changé définitivement. Je n'étais plus seulement Margaret, la mère oubliée. J'étais quelqu'un de nouveau, désormais. Quelqu'un à qui on avait menti toute sa vie et qui a finalement vu la vérité. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, je ne croulais plus sous la honte. Je respirais la lucidité. Je suis resté à Dallas quelques jours de plus, me promenant simplement dans les quartiers, sirotant un café en silence, regardant les gens vivre leur vie. Des gens qui n'avaient pas été mis de côté comme moi. Et pour la première fois, je ne les enviais pas. Je les ai étudiés. Je me demandais qui parmi eux arborait un sourire qui masquait le chagrin. Qui avait été trahi? Qui s'était frayé un chemin pour ne plus être invisible? Leonard Goldstein ne m'a pas seulement donné l'héritage. Il m'a donné du temps. Il est temps de traiter. Il est temps de comprendre ce que je tenais désormais entre mes mains. Ce n'était pas seulement une question de richesse. C'était le pouvoir. Et je n'avais aucune idée de quoi en faire. Mais le chagrin a tendance à devenir un carburant, lorsque vous avez été suffisamment humilié. De retour à Austin, je ne suis pas retourné au motel. J'ai réservé une location courte durée en centre-ville, juste à côté de South Congress. Propre, moderne, calme, le genre d'endroit qu'Amanda et Chad n'auraient jamais imaginé que je puisse m'offrir. J'ai commencé à m'habiller différemment. Plus soigné, plus réfléchi. Pas accent grave l'œil, juste invisible, d'une nouvelle manière. Le genre d'invisible qui vous permet de franchir les portes. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur l'investissement et les contrats immobiliers. J'ai appris le langage des affaires. Non pas parce que je voulais bâtir un empire. Mais parce que je voulais me protéger. Je ne serai plus jamais impuissant. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé. L'annonce a été enterrée sur un site de vente aux enchères immobilières. Il s'agissait d'un immeuble d'appartements à East Austin. Un peu délabré, mais structurellement solide. L'emplacement? Le complexe exact où vivaient Amanda et Chad. Je me suis assis là, les yeux rivés sur l'écran, le cœur battant. La propriété était classée, en difficulté, le propriétaire étant en défaut de paiement des impôts fonciers. La vente aux enchères est prévue dans 2 semaines. Je n'ai pas hésité. Avec l'aide de M. Goldstein, j'ai créé une LLC, une société écran anonyme. J'ai déposé les papiers. J'ai transféré les fonds. J'ai placé l'enchère. Je ne prévoyais pas de me venger. Pas vraiment. Mais j'allais prendre le contrôle du seul endroit qu'il pensait régner. La vente aux enchères est arrivée et repartie. J'ai gagné. Tranquillement. Légalement. Entièrement sous le radar. Et comme ça, je suis devenu propriétaire de l'immeuble où ils vivaient. Là où ils m'ont mis dehors avec 2 valises et une excuse creuse. Là où ils m'ont humilié dans mes moments les plus bas. Je me souviens d'être assis à mon bureau, de regarder l'acte et de murmurer à voix haute. Voyons voir comment Chad apprécie de payer un loyer à une bouche qu'il n'a pas pu nourrir. 1 mois plus tard, les lettres de notification ont été envoyées à tous les locataires. Les loyers seraient réévalués. Conditions de location révisées. Et pour Chad et Amanda? Le nouveau montant était triple. Pas double, mais triple. Valeur marchande, plus frais de retard. Il a dû exploser. Je n'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Je pouvais sentir la rage à des kilomètres de distance. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de fierté. Chad était un homme qui avait besoin de se sentir en contrôle. Et je venais de lui couper l'herbe sous le pied, en silence. Amanda a essayé de m'appeler 2 jours après la vie. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis la nuit de mon départ. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Maman, je ne sais pas si tu es au courant, mais il se passe quelque chose de bizarre. Notre loyer vient d'augmenter, vraiment beaucoup. Chad est en train de perdre la boule. Je ne sais pas.
On peut parler? Je n'ai pas répondu. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de gravité. Ils avaient besoin de ressentir le poids de leur choix. Je suis passé devant le bâtiment une fois, tard le soir. Leur lumière était allumée. Je pouvais voir des ombres se déplacer derrière les rideaux. Amanda fait les 100 pas. Chad hurle. Sa silhouette est reconnaissable entre mille. Je les ai observés une minute, puis je suis parti. Une partie de moi se sentait vide. Une partie de moi se sentait justifiée. Et une partie de moi souffre encore terriblement. Parce que même maintenant, sachant ce que je savais, tenant ce que je tenais, j'aurais tout donné pour être invité à revenir. Pas à l'appartement. Mais au cœur de ma fille. Mais je savais que ce n'était pas possible. Du moins, pas encore. Alors je suis resté silencieux. Et j'ai attendu. Parce que parfois, la justice la plus bruyante est celle qui ne dit pas un mot. Et je n'avais pas encore fini. Je sais que tu ne réponds pas, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Les choses sont difficiles en ce moment. Chad est contrarié. Il s'en prend à tout le monde. On essaie de comprendre. C'est juste que tu me manques. Vraiment. Sa voix s'est brisée à la fin. Pendant un instant, mes doigts planèrent sur l'écran. Je pourrais la rappeler, lui dire que tout irait bien, que je réglerais tout. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas bien. Et je ne pouvais pas continuer à réparer les dégâts qu'elle avait contribué à créer. Amanda l'avait laissé me mettre dehors comme si je n'étais rien de plus qu'une facture qu'il ne pouvait pas payer. Et maintenant, avec la pression sur elle, elle s'est souvenue comment composer mon numéro. Non. Laissez-la rester assise en silence un peu plus longtemps. La semaine suivante, j'ai autorisé des améliorations supplémentaires sur la propriété. Nouvelle peinture extérieure, éclairage du couloir, amélioration paysagère. Le loyer de Chad n'était pas seulement une punition. Il s'agissait de financer des améliorations pour les autres locataires. C'était l'ironie. Tout le monde en profitait. Il ne pouvait tout simplement pas le voir. Il a commencé à laisser des notes en colère sous la porte du bureau. La pression de l'eau est nulle. Les déchets s'accumulent. Si c'est pour ça qu'on paye, c'est une blague. Chaque note est restée sans réponse. Amanda a arrêté de laisser des messages. Elle a commencé à envoyer des SMS à la place. Les cours. Et on peut parler? J'ai vraiment besoin de toi. Puis le silence revient. Pendant ce temps, je regardais les relevés bancaires arriver. ML Holdings est resté stable, voire rentable. Les autres locataires étaient calmes, respectueux et payaient à temps. Il n'y avait que Chad qui faisait du bruit, et Amanda, prise dans une tempête. Mais les choses ont changé lorsque j'ai reçu le rapport trimestriel du gestionnaire de l'immeuble. 6 juin, des photos de l'unité de Chad et d'Amanda. La salle de bain avec de la moisissure, des carreaux de cuisine fissurés. Le courrier s'empile sur le sol. Il faisait des économies et vivait au rabais. J'aurais dû ressentir de la pitié. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Il ne s'agissait pas seulement de loyer. C'était une question de pouvoir. Et Chad perdait la tête, et vite. La rumeur courait dans l'immeuble qu'il avait commencé à faire des heures supplémentaires au travail. Un après-midi, un autre locataire a vu Amanda pleurer sur les marches arrière. Il se défaisait de l'intérieur vers l'extérieur. Et je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot. C'était la partie sur laquelle je revenais sans cesse. Pendant si longtemps, j'étais celui qui suppliait d'être entendu. Suppliant Amanda de voir ce qu'était Chad. Pour voir ce qu'elle devenait en se tenant à ses côtés. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence. Et je regardais d'en haut, littéralement. Mon nouvel appartement donnait sur leur cour. Bâtiment différent. Étage supérieur. Quartier plus sûr. Une vue qu'ils ne pourraient jamais se permettre. Je ne les regardais pas tout le temps. Juste assez pour me rappeler que je n'étais pas fou. Que je n'avais pas imaginé la trahison. Ce qu'ils m'ont fait mériter des conséquences. Et pourtant, malgré tout cela. Certaines nuits, je me retrouvais encore assis près de la fenêtre. Tenant mon téléphone. Regardant le dernier message d'Amanda. J'ai vraiment besoin de toi. La femme en moi, la mère, souffrait. Mais la femme que j'étais devenue, elle savait que ce n'était que le début.
J'ai toujours pensé que le chagrin survenait dans des moments bruyants. Porte qui claque, mots criés, scène publique. Mais le véritable chagrin, c'est calme. Cela se présente sous la forme d'un message vocal auquel vous ne répondez pas. Un message laissé non lu. Le silence entre toi et quelqu'un qui t'appelait autrefois « maman ». Les appels d'Amanda ont cessé. Les textes ont ralenti. Mais les dégâts de son côté ne semblaient que s'aggraver. D'après ce que j'ai pu comprendre auprès du personnel du bâtiment, la tension dans leur appartement s'était transformée en hostilité ouverte. Chad s'en prenait à tout le monde. Refusait les demandes d'entretien. Exigeant des inspections inutiles. Je cherche quelqu'un à blâmer. On m'a dit qu'Amanda avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas fêté ça. Il ne s'agissait pas de les regarder souffrir. Il s'agissait de quelque chose de bien plus douloureux. Regarder la fille que j'ai élevée rester volontairement dans une cage. Et appelle ça l'amour. Un après-midi, mon gestionnaire immobilier m'a envoyé un rapport après une plainte pour bruit. Le voisin du dessous avait entendu une vive dispute. Des cris, quelque chose comme « perdre le contrôle » et « tout est de ta faute ». Chad était parti en trombe et n'était revenu que le lendemain matin. Amanda est restée enfermée dans l'appartement toute la nuit. Lumières éteintes. Rideaux fermés. J'ai attendu. Pas pour le Tchad. Pour elle. Il a fallu 2 jours de plus. 2 longues journées douloureuses. Puis, juste au moment où le soleil se couchait derrière les arbres un soir, l'interphone de mon immeuble a sonné. Salut, c'est Amanda Harmon. Je me demandais si Margaret, enfin, ma mère, habitait ici. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je viens de regarder l'écran, figé. Puis, lentement, j'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de la porte. 10 minutes plus tard, un léger coup retentit à la porte de mon appartement. Quand je l'ai ouvert, elle était là. Ressemblant à l'ombre de la fille que j'ai élevée. Pâle. Maquillage taché. Des plis sur sa chemise. Elle paraissait 20 ans plus âgée qu'elle ne l'était. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Aucun de nous n'a parlé. Finalement, elle laissa échapper un soupir. Salut maman. Je me suis écarté. Elle entra lentement, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. La pièce était silencieuse, à l'exception du tintement des tasses à thé pendant que je préparais 2 mugs. Je n'ai pas demandé pourquoi elle était là. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je viens de lui donner le thé. S'assit en face d'elle. Et j'ai attendu. Je ne sais pas par où commencer, dit-elle. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je n'ai rien dit. Elle baissa les yeux. Chad il n'est pas facile. Il est tout le temps en colère, il blâme le loyer, moi, le chien d'à accent grave côté, pour l'amour de Dieu. Pourtant, je suis resté silencieux. Je pensais que je faisais la bonne chose à l'époque. Quand nous t'avons demandé de partir. Demandé, comme si j'avais le choix. Je voulais juste garder la paix. Je ne voulais pas plus de conflits. Chad a dit. Elle marqua une pause. Il a dit que tu ne partirais jamais à moins qu'on ne te pousse. Et moi, mon Dieu, je me déteste d'être d'accord. J'ai pris une gorgée de thé. Tu me manques, murmura-t-elle. Mais je ne sais pas comment y remédier. J'ai étudié son visage, chaque ride, chaque tressaillement. Elle cherchait le pardon mais avait peur de le demander. Alors je lui ai donné la seule chose que je pouvais lui donner, le silence. Parce que parfois, le silence est plus sûr que la vérité. Nous sommes restés assis comme ça pendant près d'1 heure. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle voulait juste être près de moi. Et je l'ai laissé faire. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a pris ma main. Je suis désolé, dit-elle, pour tout. Je ne l'ai pas dit en retour. Je lui ai juste tenu la main un peu plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Elle s'est éloignée en premier. Puis, les larmes aux yeux. Elle est sortie par la porte. Je n'ai pas pleuré. Mais à la seconde où la porte s'est fermée, je me suis enfoncé dans mon fauteuil, tenant la chaleur de sa tasse de thé dans mes paumes comme une bouée de sauvetage. Elle était venue. Elle m'avait regardé dans les yeux. Et maintenant je savais.
Les fissures commençaient enfin à apparaître. Le problème avec le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est que vous n'avez jamais besoin d'élever la voix pour l'utiliser. Vous ne claquez pas les portes et ne criez pas de menaces. Ici, il suffit de tirer sur une ficelle. Ferme une porte là. Et surveillez ceux qui vous ont sous-estimé. Commencez à se tortiller. Et le Tchad? Il se tortillait. Elle entra lentement, laissant couler de l'eau sur le parquet. Je lui tendis une serviette et nous nous mîmes en marche sans parler. Je fis chauffer la bouilloire et versai 2 tasses de tisane à la camomille. Elle s'assit au bord du canapé, comme si elle ne voulait pas rester longtemps, comme si elle ne le méritait pas. Et peut-être que non. Elle regarda dans sa tasse, les yeux creux. Il n'est pas celui que je pensais, dit-elle finalement. Je suis resté silencieux. Je le savais. Une partie de moi l'a toujours su. Mais je me suis dit que c'était du stress, qu'il avait juste besoin de soutien, que si j'étais patiente, il finirait par changer d'avis. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle leva les yeux, sa voix tremblante. Il pense que quelqu'un nous cible. Il est obsédé. Il a fouillé mon téléphone et mes emails. La semaine dernière, il m'a suivi au travail, disant qu'il s'assurait que je ne sois pas impliqué. Un frisson l'a parcouru, et non pas à cause du froid. Il m'a demandé si je cachais quelque chose. Si toi, nous cachions quelque chose. Cela m'a coupé le souffle. Elle n'a pas attendu de réponse. Je lui ai dit que je ne t'avais pas parlé depuis des semaines. Que je ne savais même pas où tu étais. Elle s'arrêta. Mais c'était un mensonge. J'ai croisé son regard pour la première fois. J'ai trouvé votre immeuble répertorié dans un avis de sécurité, même société de gestion. J'ai compris. Ce n'était pas difficile. Bien sûr que non. Amanda était intelligente. Elle l'avait toujours été. Mais intelligent ne signifie pas toujours courageux. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait enfin ouvert les yeux, et qui détestait ce qu'elle voyait. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Tu me manques, murmura-t-elle. Mais je ne sais même plus comment être avec toi. Ma main se resserra autour de la tasse. Tu es parti, dit-elle, la voix brisée. Et je t'ai laissé faire. Je l'ai laissé te pousser dehors. Finalement, j'ai parlé. Non, Amanda. Tu n'as pas se laisser lui. Tu t'es tenue debout avec lui. Cela l'arrêta net. Elle cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle voulait nier, se défendre. Mais il n'y avait plus rien à défendre. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la nuit. J'ai supplié pour ta voix ce soir-là, dis-je. Juste un mot. Juste un. Et tu es resté silencieux. Derrière moi, je l'entendis expirer un son calme et brisé. Je ne pensais pas que ça irait aussi mal, dit-elle. Je pensais pouvoir le gérer. Tu ne peux pas gérer un homme comme ça, dis-je doucement. Soit on lui survit, soit on le quitte. Elle n'a pas répondu. Elle n'était pas obligée de le faire. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment, 2 femmes qui partageaient le même sang, mais pas la même confiance. Pas encore. Peut-être jamais. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, elle posa soigneusement la tasse, les yeux bordés de larmes retenues. Je ne m'attends pas à être pardonnée, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de me rappeler ce que c'était que d'être en sécurité. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle s'arrêta, puis se retourna brusquement et m'entoura de ses bras. Au début, je ne lui ai pas rendu son étreinte. Puis je l'ai fait, mais doucement, prudemment, comme quelqu'un qui essaie de retenir un souvenir sans le laisser filer entre ses doigts. Lorsqu'elle s'est retirée, elle n'a pas dit au revoir. Elle m'a juste regardé une dernière fois et est partie. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, j'ai senti quelque chose bouger au plus profond de ma poitrine. Pas de pardon. Pas encore. Mais la plus faible lueur de quelque chose qui pourrait un jour se développer en elle, si elle le laissait faire. Mais je préfère le découvrir plutôt que de continuer à disparaître. Un silence s'installa entre nous, chargé de tout ce que nous n'avions pas dit. Puis, elle baissa les yeux sur le journal. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Je ne peux pas arranger ça. Mais je veux essayer. Je suis retourné vers elle lentement, puis je me suis assis à côté d'elle. Je rêvais d'entendre ces mots, dis-je. Mais quand tu les dis maintenant,
Ils ne réparent pas le passé, ils le réécrivent. Elle m'a regardé, perplexe. J'ai tendu la main et je l'ai prise doucement. Tu me vois maintenant. Ça change tout. Nous sommes restés assis là un long moment. Le genre de silence qui ne fait pas mal, mais qui guérit. Le genre de révélation qui n'arrive qu'après que la vérité a finalement été révélée. Avant qu'Amanda ne parte ce soir-là, elle s'est arrêtée à la porte. Tu ne m'as pas élevée pour être faible, dit-elle. J'avais juste oublié à quel point tu étais forte. J'ai souri doucement. Non, ai-je dit. Tu n'as pas oublié. Tu as juste arrêté de chercher. Et maintenant, elle voyait enfin tout. Non seulement celle que j'étais devenue, mais aussi celle que j'avais toujours été. Quand j'ai reçu l'email de Chad, j'ai failli ne pas l'ouvrir. L'objet du message à lui seul m'a retourné l'estomac, nous devons parler maintenant. Je l'ai lu lentement, attentivement. Ces mots étaient tranchants, frénétiques et débordants de désespoir. Je sais tout. À propos du bâtiment. À propos de l'héritage. À propos de ton petit secret avec Sterling. Tu te crois intelligent. Tu crois pouvoir me gâcher la vie et repartir en souriant? Soyons clairs, si vous ne remettez pas tout ça en question, je m'adresserai à la presse, votre nom, la liaison de votre mère, tout. Voyons comment votre précieuse réputation tiendra le coup lorsque tout le monde saura de quel genre de famille vous venez réellement. Je fixai l'écran dans un silence stupéfait. Il avait finalement relié les points, d'une manière ou d'une autre, soit par l'intermédiaire d'Amanda, soit par ses propres recherches. Il avait découvert la vérité. Mais je n'avais pas peur. J'avais prévu ce moment depuis le jour où j'avais acheté l'immeuble. J'ai transmis l'email à mon avocat. Le lendemain matin, Chad avait reçu une lettre de mise en demeure. Il contenait des enregistrements de tous les messages de menaces qu'il avait envoyés au bureau de la propriété. Les documents falsifiés qu'il a tenté de soumettre sous l'égide d'un faux cabinet d'avocats. Et les emails falsifiés que nous avions discrètement retracés jusqu'à son adresse IP. Il y avait des plaintes de locataires, des journaux de sabotage de maintenance. Et même des extraits audio de ces diatribes enregistrés dans les espaces publics autour du bâtiment. Nous n'avons pas eu besoin de porter plainte au pénal. Un seul procès pour diffamation et harcèlement a suffi. Il a paniqué, et je le savais. Parce qu'Amanda m'a appelé 2 jours plus tard. Il est parti, dit-elle, la voix tremblante. J'ai fait mes bagages pendant que j'étais au travail. J'ai laissé un mot disant qu'il était traqué. Toi, j'ai ruiné sa vie. Il a ruiné le sien, dis-je doucement. Amanda resta silencieuse pendant un long moment. Je suis désolé. Encore une fois. D'avoir pensé qu'il méritait mon silence. Tu avais peur, répondis-je. Je suis passé par là. La peur vous rabaisse. Mais vous n'êtes pas obligé de rester ainsi. Il ne fallut pas longtemps avant que Chad tente de riposter. Il a publié des diatribes vagues sur les réseaux sociaux. Impliquant corruption, trahison. Mais il n'a jamais donné de nom. Il n'en avait pas les moyens. Pas après la 2e lettre de mon avocat menaçant de poursuites judiciaires pour chaque mot qu'il publiait. Il est resté silencieux après cela, du moins publiquement. En privé, je savais qu'il n'oublierait jamais le jour où il a réalisé. La femme qu'il a expulsée avec 2 valises et un visage fatigué. Il possédait désormais le toit au-dessus de sa tête. Le bail sous son nom. Et les clés de toutes les portes verrouillées qu'il a un jour claquées dans la mienne. Amanda, quant à elle, était en train de se transformer. Elle a quitté l'unité dans un délai d'1 mois. A trouvé un petit studio près de son travail. Commencé une thérapie. J'ai rejoint un cours d'art communautaire. Elle a même peint quelque chose pour moi, un abstrait d'un phénix. Audacieux dans des rouges foncés et des ors chatoyants. Je l'ai accroché au-dessus de ma cheminée. On se parlait plus souvent maintenant. Pas tous les jours. Mais quand on l'a fait, c'était réel. Honnête. Plus besoin de faire semblant. La dernière pièce du puzzle est arrivée dans une enveloppe, une autre lettre. Celui-ci de Monsieur Goldstein. Félicitations, Margaret. Le bâtiment a été officiellement transféré. Les derniers locataires ont signé de nouveaux accords. Le procès contre Monsieur Harmon a été résolu en votre faveur. Vous êtes désormais libre de vendre, de conserver ou de restructurer comme bon vous semble. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai tenue contre ma poitrine. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ou propriété.
ou la vengeance. Il s'agissait de vérité. À propos de récupérer mon nom, mon histoire, ma force. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. J'étais prêt à fermer le dernier chapitre. Et ouvrir la porte à une vie à laquelle je n'avais plus à survivre. Maintenant, je pouvais enfin le vivre, à mes conditions. J'ai vendu le bâtiment à la fin du printemps. Les derniers documents ont été signés un mardi ensoleillé et sans nuages. Pas de fanfare. Pas de cérémonie. Juste un clic silencieux d'un stylo, une poignée de main ferme. Et le poids de 3 années de chagrin, de trahison et de silence. Enfin se soulever de mes épaules. L'argent a été viré sur mon compte le lendemain. Mais je n'ai pas fêté ça. Au lieu de cela, j'ai écrit un chèque, un gros chèque. La moitié des bénéfices a été reversée à un refuge local pour les femmes et les enfants en crise. Le genre d'endroit dont j'aurais aimé connaître l'existence. La nuit où je me suis retrouvé sur ce trottoir avec 2 valises et personne à appeler. Je leur ai demandé de construire une aile portant le nom de ma mère. La maison et les l'année. C'était ma façon d'honorer la femme qui m'a donné de la force en silence. Qui a caché toute une vie de secrets pour que je puisse un jour découvrir la vérité. Et devenir quelque chose de plus que ce que le monde attendait. L'autre moitié? Je l'ai utilisée pour acheter une petite maison. Ce n'était pas extravagant, juste un charmant petit 2 pièces. Dans la même rue où j'ai grandi à Cedar Park. Chaîne devant. Une balançoire sur le porche. Assez d'espace pour le calme, pour la guérison. Pour faire pousser des tomates, si jamais j'avais envie d'essayer. Le jour où j'ai emménagé, Amanda m'a aidé à porter des cartons. Elle n'a pas dit grand-chose. Moi non plus. Mais après avoir fini de déballer, elle s'est assise à côté de moi sur la balançoire du porche. Les jambes repliées sous elle, les yeux scrutant la rue. Comme si elle essayait de reconnaître la fille qu'elle était. Je me souviens d'être venu ici à vélo, dit-elle doucement. Avant que tout ne se complique. J'ai hoché la tête. Tu as toujours été en sécurité ici, lui ai-je dit. J'avais oublié ce que ça faisait, murmura-t-elle. Nous n'avons pas parlé du Tchad. Nous n'en avions pas besoin. Son chapitre s'était clos sans dénouement dramatique. Juste le silence. Il a disparu dans une nouvelle ville, un nouveau travail. Probablement un nouveau mensonge. Mais pas avant d'avoir signé un accord de non-divulgation. Et abandonnant discrètement ses menaces. La dernière chose qu'il voulait. C'était une autre bataille juridique, ou pire. Pour que le monde voie la vérité à son sujet. Il était désormais un fantôme. Amanda est restée pour le dîner. Nous avons fait des sandwichs au fromage grillé et de la soupe aux tomates. Comme on le faisait quand elle était petite. Elle a ri quand elle a brûlé un côté. J'ai ri quand elle a essayé de blâmer la poêle. C'était le premier vrai rire que nous partagions depuis des années. Cette nuit-là, après son départ, je me suis tenu à la fenêtre. Tenant une tasse de thé dans les 2 mains. Regardez le clair de lune s'étendre sur la pelouse devant. Et pour la première fois depuis très, très longtemps. J'ai dit les mots à voix haute. Je vous pardonne. Pas à Amanda. À moi-même. Parce que c'était la partie la plus difficile. Ne renais pas de ces cendres? Mais j'ai appris que je n'étais jamais le feu qu'ils essayaient d'éteindre. J'étais l'étincelle qu'ils ont sous-estimée. Ils m'ont appris que le silence était une faiblesse. Mais j'ai appris à l'utiliser comme arme. Ils ont essayé de m'effacer. Et je suis devenu quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais oublier. Je me suis assis sur le canapé. J'ai ouvert le journal une dernière fois. Et j'ai glissé une note à l'intérieur pour qu'Amanda la trouve un jour. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour être digne. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour être fort. Tu as seulement besoin de la vérité. Et de ne jamais, jamais oublier qui tu es. L'horloge tic-taquait doucement en arrière-plan. Mon thé refroidit dans mes mains. Mais mon cœur? Il faisait enfin chaud. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'être qui j'étais depuis le début. Et maintenant, enfin. J'étais à la maison. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.